Chers étudiants, je suis Dr Delsa Hanan, PA de gastroentérologie. Nous allons entamer aujourd'hui un nouveau chapitre de DT de pathologie digestive intitulé Achalasie. Pour les objectifs pédagogiques, il faut savoir définir l'achalasie ainsi que les signes cliniques de cette pathologie, les examens complémentaires qu'il faut demander devant toute suspicion de cette pathologie, faire le diagnostic positif et reconnaître les différents moyens thérapeutiques. Nous allons suivre le plan suivant, une petite introduction, puis à travers un cas clinique, nous allons discuter les moyens diagnostiques ainsi que les différents thérapeutiques possibles pour enfin conclure. Je rappelle que l'achalasie ou le mégaœsophage idiopathique ou le cardiospasme également, ce sont d'autres nomenclatures de la même pathologie et le principal trouble moteur œsophagien est le plus fréquent. Il se définit par l'absence de péristaltisme œsophagien ainsi que l'obstruction fonctionnelle de la jonction œsogastrique. Et j'insiste sur le caractère fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y aura une relaxation qui est soit absente ou incomplète. Jusqu'à ce jour, la cause reste inconnue. C'est pourquoi quand on fait juste un traitement symptomatique par différents thérapeutiques, que ce soit endoscopique ou chirurgical ou médicamenteuse. On estime que l'incidence de l'achalasie est aux alentours de 1 sur 100 000 cas par an. Il survient généralement assez tardivement, à un âge aux alentours de 50-60 ans. L'éthiopathogenèse est assez controversée, mais on se dit qu'il y a probablement un événement déclencheur, probablement un virus, chez des patients qui sont prédisposés, où il y aura une réponse auto-immune qui est anormale, qui va activer les lymphocytes T cytotoxiques, et ces lymphocytes vont donner la perte de neurones ainsi qu'une ganglionite qui va se manifester au niveau de l'œsophage par la perturbation de la motricité œsophagienne ainsi que la péristaltisme, c'est-à-dire il y aura une absence du péristaltisme œsophagien avec un relâchement du sphincter inférieur qui est très perturbé, qui va donner des anomalies par la suite. Concernant le rappel physiologique, il existe 3 phases lors de la déglutition. La première, c'est la phase orale, c'est la seule qui est volontaire, qui va permettre la progression du bol alimentaire qui est représenté en rouge sur l'image vers le pharynx. C'est la phase pharyngée qui est, contrairement à la première, involontaire. Ce bol alimentaire va partir vers le pharynx, vers l'œsophage, et c'est la phase la plus importante qu'on va voir par la suite, qui est toujours involontaire. Il faut savoir que ces phases sont automatiques sous contrôle d'un centre bulbaire et qui peuvent être initiées par la volonté. Toujours sur le rappel physiologique, on a la phase œsophagienne qui est la plus importante qu'on va voir dans ce TV. En fait, on a le bol alimentaire qui va passer du sphincter supérieur de l'œsophage vers le sphincter inférieur de l'œsophage à travers tout l'œsophage, tiers supérieur, moyen, inférieur, comme on le voit sur l'image. Et en fait, ça va se manifester en manométrie, qui est un examen complémentaire qu'on va voir par la suite, en essayant de capter les pressions à ces différents niveaux pour voir une idée sur le péristaltisme. Et là, on va voir l'intérêt de cette phase œsophagienne dans l'étude de l'achalasie qu'on va voir par la suite au cours du TD. Alors, nous allons commencer le cas clinique. On a Madame Kalima qui consulte pour une dysphagie. Alors déjà, il faut toujours commencer par l'interrogatoire qui est très important. Je rappelle que la dysphagie est une sensation de gêne ou d'obstacle à la progression du bol alimentaire au cours de la déglutition. On peut distinguer 2 types de dysphagie, oropharyngée et œsophagienne. Alors, on commence toujours la démarche diagnostique par un bon interrogatoire. Il ne faut pas oublier l'identité complète du patient, l'âge et autres. Les antécédents, surtout en cas de reflux gastro-œsophagien ou des pathologies qui peuvent orienter vers une origine de cette dysphagie. Il ne faut jamais oublier les tares associés, le diabète, les maladies de système qui peuvent donner une dysphagie par différents mécanismes. Puis on passe à la caractérisation de la dysphagie, la localisation de cette dernière et son niveau. Est-ce qu'elle est rétrosternale bas, qui oriente plus vers l'œsophage, ou plutôt c'est cervical qui oriente vers une cause qui est ORL? Le caractère sélectif, est-ce que c'est vraiment juste au solide qui oriente plus vers une pathologie organique, ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection, soit au solide, soit au liquide, et on se dit c'est probablement un trouble moteur œsophagien.
À la fin, il ne faut jamais oublier les signes associés qui peuvent être évocateurs de certaines pathologies, comme les régurgitations, les fausses routes, la modification de la voix, les douleurs thoraciques qui peuvent être d'allure même angineuse. Concernant la clinique dans le cadre de la calaisie, le maître symptôme, c'est la dysphagie. Cette dysphagie peut être soit paradoxale, c'est-à-dire exclusivement au liquide, dans 10% des cas. Elle peut être aussi intermittente, surtout au début, sans douleur associée. Le plus souvent, elle est plutôt basse et ça cède parfois à certains manœuvres que le patient rapporte lors de l'interrogatoire. Soit qu'il a besoin de boire abondamment ou faire des manœuvres pour faire passer le bol alimentaire. Le deuxième symptôme le plus retrouvé, c'est les douleurs thoraciques qui peuvent être même pseudo-angineuses dans le cadre d'acalasie assez vigoureuse. Le troisième signe le plus retrouvé, ce sont les régurgitations qui peuvent être soit per ou postprandiales d'aliments qui sont souvent non digérés et qui peuvent donner même lieu à une toux qui est souvent nocturne le soir avec un risque de surinfection pulmonaire qui est plus important. Il faut toujours examiner les patients à la recherche de signes physiques, mais souvent ça peut être un examen qui est complètement pauvre ou normal. Il faut rechercher et calculer l'IMC, surtout si on a un amaigrissement qui est associé, et ne jamais oublier l'examen pleuropulmonaire à la recherche de complications. Alors, concernant l'achalasie, il y a un score qui est très important à évaluer dès le départ. C'est le score d'écart qui va en fait refléter la sévérité des symptômes de cette maladie. On a, comme vous voyez, 4 paramètres. Le premier, c'est la perte du poids, la dysphagie, les douleurs thoraciques et les régurgitations. Ce sont des signes fonctionnels. Bon, après, le score, on a de 0 à 3. En général, c'est 0 quand on n'a aucun signe. C'est quand il y a un amaigrissement qui est inférieur à 5 kg et quand les autres symptômes se manifestent de façon régulière mais qui sont pas quotidiens. Le score 2, ça reflète un amaigrissement qui est plus avancé, de 5 à 10 kg, et les autres symptômes sont devenus quotidiens, contrairement au stade 1. Et le score 3, ben, en fait, on a un amaigrissement très important, supérieur à 10 kg, et on a les symptômes qui se manifestent à chaque repas, c'est-à-dire que ça a tendance à s'aggraver. En général, on traite quand le score est supérieur à 3, et ça a un intérêt parce que après le traitement, on va voir est-ce que le malade s'est amélioré ou pas, grâce à ce score. Alors, revenons à Madame Kalima, qui a 55 ans, qui s'est présentée en consultation pour une dysphagie. On a fait un bon interrogatoire. Bon, les antécédents, on n'a pas trouvé de chirurgie antérieure, ni de notion d'intoxication alcoolotapagique, pas de prise médicamenteuse, pas d'atopie, ni d'ingestion de caustique, ni d'anémie ou de géophagie, qui peuvent orienter vers une étiologie autre que une dysphagie fonctionnelle. Alors, l'histoire de la maladie de Madame Kalima remonte à 10 ans par l'apparition de dysphagie basse qui est intermittente, qui se manifeste surtout avec les aliments solides. Elle a tendance à beaucoup boire pour améliorer ses troubles et ça s'aggrave de plus en plus depuis quelques années. Ça s'accompagne de plus en plus de régurgitation d'aliments qui est très fréquente surtout la nuit. Et là, il y a l'apparition de douleurs rétrosternales pendant et entre les repas qui s'aggravent petit à petit. Et le tout est évoluant dans un contexte d'amaigrissement de 6 kg. Comme vous pouvez le calculer, ben, le score d'écart il est estimé à 5. Pourquoi? Parce que les symptômes ils sont pas très quotidiens, c'est-à-dire que c'est moins d'une fois par jour. Et l'amaigrissement il est coté à 2. Alors, chez Madame Kalima, l'examen général est assez pauvre. L'OMS, il est bon, il est apyrétique. Par contre, l'IMC, il est à 16 kg par mètre carré. Et l'examen pleuropulmonaire, abdominal et le reste est sans anomalie. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé grand-chose à l'examen clinique, sauf l'IMC. Alors, en conclusion clinique, c'est une patiente qui est âgée de 55 ans, sans antécédents notables, qui présente depuis 10 ans une histoire de dysphagie, de régurgitation, de douleurs rétrosternales qui s'aggravent petit à petit, dans le contexte d'un amaigrissement qui est assez important et avec un score qui est calculé à 5 d'écart. L'examen est sans particularité à part un BMI qui est très bas à 16 kg par mètre carré. Alors, quels sont les examens complémentaires à demander chez Nous allons passer aux examens complémentaires. Alors, chez notre patiente, quels sont les examens à faire en première intention? Et je parle en première intention. Faut-il faire un bilan biologique complet contenant un bilan nutritionnel,
ou bien une fibroscopie œsogastro-duodénale, ou bien un scanner thoracique, un ECG, une échondoscopie œsophagienne, ou bien une radiographie du cavum. Chez notre patiente, il faut toujours faire un bilan biologique complet, surtout un bilan nutritionnel pour voir le retentissement. Vu la symptomatologie, puisqu'on est devant une dysphagie, il faut toujours faire une fibroscopie œsogastro-duodénale qui est un examen de première intention. Et selon le résultat de ce dernier, nous allons discuter les autres examens complémentaires, à savoir une échondoscopie, un scanner thoracique ou abdominal ou autre. Pourquoi on va faire ces examens complémentaires, surtout l'endoscopie œsogastro-duodénale avec les biopsies œsophagiennes, et j'insiste sur la nécessité de faire des biopsies œsophagiennes en même temps en cas de dysphagie, parce qu'en fait, on craint une dysphagie œsophagienne qui peut être secondaire à plusieurs étiologies, soit une tumeur, une œsophagite, une sténose ou bien l'œsophagite eosinophile. Et c'est ce qu'on va voir sur le tableau récapitulatif des étiologies. Vous voyez qu'on va faire la fibroscopie et là on va voir une orientation diagnostique, soit qu'on est dans le cadre d'une sténose tumorale par une tumeur du cardia, œsophage ou autre, ou bien une sténose qui est plutôt non tumorale dans un contexte d'ingestion de caustique, de radiothérapie ou peptique, œsophagite sans sténose, un diverticule de Zenker ou bien des diaphragmes peuvent être plusieurs choses, ou plutôt c'est un obstacle qui est extrinsèque et là on va voir le bonbon. C'est-à-dire que soit on a des lésions qu'on va voir et on va étiqueter la dysphagie organique, ou bien on ne va rien retrouver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion, et les biopsies, il n'y a rien. Et là, on va suspecter plus des troubles œsophagiens moteurs qui soient soit primitifs ou secondaires. Donc vous le voyez, on a la sclérodermie qui peut donner des troubles moteurs qui sont secondaires à la maladie en elle-même. Alors, concernant la chalasie, ben, le diagnostic repose, comme on l'a dit, sur l'endoscopie digestive haute, qui peut être normale au début de la maladie, comme on peut avoir une stase œsophagienne, comme vous le voyez, c'est-à-dire quand on a une stagnation des aliments. On peut avoir également une dilatation œsophagienne, ou bien un signe qui est plus typique, je dirais plus évocateur de la chalasie, c'est le signe de Rousseau au passage du cardia, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver un rétrécissement du cardia lors du passage de l'endoscope, mais en fait, on a une hyperpression qu'on va essayer de contourner par faire une petite pression. Et là, on va passer, mais il n'y a pas de vraie sténose. C'est ça la différence entre les sténoses et le ressaut. C'est-à-dire que c'est juste une sensation de l'endoscopiste qu'il y a un ressaut, qu'il y a un petit obstacle, une petite hyperpression, mais il n'y a pas de vrai obstacle ou de vraie sténose. Alors, revenons à Madame Kalima, qui a une biologie qui est complètement normale. On a fait une fibroscopie, on a trouvé qu'il y avait une stase d'aliments dans un oesophage qui est assez dilaté, il n'y a pas de sténose digestive. Et quand on a fait les biopsies œsophagiennes qui sont systématiques, ils sont revenus totalement normaux. Alors, à cette étape du diagnostic, quels sont les examens à demander? Est-ce qu'on va faire un transit œsophagien, une manométrie œsophagienne, un scanner thoracique, une pH-métrie de 24 heures ou bien une échondoscopie œsophagienne? Chez notre patiente, il faut compléter la prise en charge par la prescription d'une manométrie œsophagienne, qui est indiquée devant toute dysphagie à endoscopie digestive haute normale. Après, soit on va faire un transit œsophagien ou bien un scanner thoracique, ça dépend de l'expertise de l'équipe où on travaille. Et parfois, il y a les chirurgiens qui préfèrent plus un transit. Mais si on peut faire un bon scanner thoracique avec l'esopacification de l'œsophage, ça va être utile pour la prise en charge ultérieure. Pas de pH-métrie puisqu'on n'est pas dans le cadre de la recherche d'un reflux gastro-œsophagien. Et l'échondoscopie œsophagienne n'est pas un examen complémentaire qu'on va prescrire chez notre patiente vu qu'il n'y a pas de suspicion de tumeur ou autre et qu'il n'y a pas de doute sur le diagnostic qu'on va avoir. Alors, concernant les examens complémentaires, on va commencer par l'examen parité. Comme vous voyez, on peut avoir une dilatation œsophagienne ou bien un œsophage qui est complètement tortueux à un stade avancé de la maladie. Et à la fin, il y a un signe qui est très évocateur de la chalasie, c'est le Birkbeck sign, c'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement régulier qui ressemble un petit peu au bec d'oiseau. On peut faire également un scanner thoracique, de préférence avec une opacification, pour voir l'œsophage, pour voir les reconstructions qui vont mimer un petit peu l'aspect qu'on va voir en transit œsophagien. Et comme vous le voyez sur cette image, on a un malade où il y a une dilatation œsophagienne avec une stase gastrique
Et quand on fait le transit, on voit vraiment le rétrécissement qui est régulier avec l'aspect en bec d'oiseau. Alors, au total, quand on a une suspicion de dysphagie œsophagienne et quand on n'a pas de cause retrouvée sur la fibroscopie œsogastro-duodénale et les biopsies œsophagiennes, il faut toujours compléter par une manométrie œsophagienne qui va permettre la mesure des variations des pressions intra-œsophagiennes qui va refléter l'activité contractile œsophagienne. Il faut savoir que actuellement, on a deux types de manométrie. La manométrie conventionnelle la plus ancienne et la manométrie haute résolution qui apparaît depuis quelques années, qui est le gold standard actuellement pour le diagnostic de la chalazie. Bon, après, il y a plusieurs systèmes perfusés qu'on va voir par la suite. Alors ça, c'est l'image d'une manométrie œsophagienne normale. Comme vous le voyez, on a en case départ deux hyperpressions qui sont en vert. Il faut savoir que le bleu, c'est la zone de basse pression, puis le vert, le jaune, le rouge et le violet. Alors, au départ, il y a les deux zones qui sont en hyperpression, le sphincter supérieur et inférieur. Après, on va demander au patient de déglutir pour voir la contractilité, le péristaltisme œsophagien. Et là, on voit le passage du bol alimentaire avec la contraction synchrone du corps. Après, il y aura l'ouverture du sphincter inférieur et le passage du bol alimentaire. Et par la suite, on va voir le retour à la case départ, c'est-à-dire une hyperpression au niveau du sphincter supérieur et inférieur. Bon, après, il y a plusieurs étapes pour la manométrie œsophagienne, mais c'est un truc qui est hyper spécialisé. C'est juste pour comprendre ce qu'on va étudier à la manométrie. Alors, depuis quelques années, on a la classification de Chicago. Comme vous le voyez, il y a plusieurs paramètres pour la manométrie et grâce au calcul final qu'on va faire grâce à plusieurs paramètres, le PRI, la latence distale, l'ICD, on va essayer de classer ces troubles moteurs en des troubles. Le premier, c'est la chalazie, l'obstruction fonctionnelle, les troubles majeurs du péristaltisme. Ou bien ça va être plus minime et ça va être des troubles mineurs du péristaltisme œsophagien ou plutôt une manométrie qui est complètement normale. C'est pour avoir une idée comment on va interpréter cette manométrie et qu'en fait, il n'y a pas juste la chalazie, il y a plusieurs troubles moteurs œsophagiens qu'il faut rechercher quand on va faire cette manométrie. Alors, revenons à la chalazie, qui est le sujet de notre TD. On va faire la manométrie haute résolution, comme je l'ai dit, c'est le gold standard pour le diagnostic de la chalazie, après la fibroscopie et machin qui sont complètement normaux. On a deux paramètres. L'IRP qui est supérieur à 15 mm avec un péristaltisme qui est absent ou non intact. Selon la même classification, on a trouvé qu'il y avait trois types d'achalasie. Le type 1 où, comme vous le voyez, rien ne se passe, il n'y a pas de pressurisation ou autre. Le type 2 où il y a une contraction mais qui n'est pas efficace parce que, comme on l'a vu, la contraction doit être rouge, doit être en fait des couleurs qui sont assez accentuées afin de permettre le passage du bol alimentaire. Et là, quand c'est plutôt jaune, un petit peu vert, c'est une pressurisation. Ou bien le type 3, c'est-à-dire qu'on a une petite contraction, mais qui n'est pas efficace, qui est simultanée. Et c'était un type qui était très, je dirais, le type le plus difficile à traiter parce qu'on avait trouvé qu'il y avait un échec de dilatation. Alors, l'intérêt de cette classification, c'est pour la thérapeutique. On va voir à la fin que selon le type, on va voir quelle thérapeutique est plus efficace. Alors, revenons à Madame Kalima. Et là, on a fait un transit œsophagien qui a montré une dilatation œsophagienne avec un rétrécissement effilé au tiers inférieur de l'œsophage, comme vous le voyez sur l'image. C'est un aspect en bec d'oiseau qui est très évocateur d'une achalasie. Concernant la manométrie haute résolution, on a calculé plusieurs éléments et à la fin on a trouvé un IRP qui était très élevé avec au cours œsophagien il n'y avait pas de péristaltisme avec des pressurisations globales et simultanées et on a conclu que c'était une achalasie de type 2. En conclusion, chez notre patiente qui a 55 ans, qui est présente depuis 10 ans une symptomatologie de dysphagie, de régurgitation, de douleur rétrosternale, évoluant dans un contexte d'amaigrissement, chez qui la fibroscopie œsogastro-duodénale et le transit œsophagien ont montré juste un œsophage qui était dilaté, et la manométrie œsophagienne haute résolution a confirmé la présence d'une achalasie type 2. Alors, quelle thérapeutique vous allez proposer chez notre patiente? Est-ce qu'on va faire des nitrates, injection de la toxine botulique, une dilatation pneumatique au ballon, ou plutôt une myotomie des lèvres par voie laparoscopique chirurgicale, ou bien un POEM? Déjà,
il faut définir les objectifs de notre traitement. C'est essentiellement un traitement qui est symptomatique parce que, comme on l'a dit, on n'a pas la cause, c'est-à-dire qu'on va traiter plutôt les symptômes. Et en général, il faut s'aider par le score d'écart qui est très important. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est d'améliorer cette clairance œsophagienne et améliorer les symptômes. Les modalités potentielles, bon, on a les traitements médicamenteux, la toxine botulique, la dilatation pneumatique, la myotomie de LR et le POEM qui est une technique qui est très récente et qui nécessite une expertise avec une formation des endoscopistes. Pour le traitement médical, il y en a plusieurs, mais en fait, ce sont des traitements qui n'ont pas vraiment d'efficacité en pratique courante. Ils sont plutôt réservés pour les patients. On n'a pas d'autres thérapeutiques qu'on peut donner, des patients assez âgés où il y a une contre-indication de l'endoscopie ou la sédation. Et là, on va donner, où la survie il est vraiment médiocre, là, on va donner des traitements médicaux. Alors, le traitement conventionnel endoscopique, ben, on a l'injection de toxine botulique qui a une efficacité transitoire, 85%. Malheureusement, ça nécessite des injections itératives parce qu'une seule injection n'est pas suffisante. Comme vous voyez sur la photo, on a le cardia avec l'aiguille d'injection qui est enfoncée à l'intérieur. Et là, on va faire l'administration de la toxine botulique. Malheureusement, cette technique, elle perd son efficacité au bout de quelques mois. On a 50% de récidive à 6 mois. Et elle a une place théorique chez les patients qui ont un âge qui est assez avancé, où l'espérance de vie elle est vraiment très faible. C'est-à-dire, au lieu de ne rien faire, là, on peut faire la toxine botulique avec le traitement médical. Concernant la deuxième technique qui est la plus importante et la plus utilisée dans le monde, c'est la dilatation pneumatique. En fait, c'est une dilatation par ballonnet à usage unique avec plusieurs diamètres. La procédure en général, on va repérer ce cardia où il y a l'hyperpression par voie endoscopique. Après, sous contrôle radiologique, nous allons mettre en place un ballon qu'on va gonfler et à la fin, on va voir grâce à un manomètre les pressions qu'on va qu'on veut faire pour le gonflement. Alors, comme vous le voyez sur la photo, on a mis un fil guide à travers le cardia. Là, on a l'œsophage en haut et le cardia, puis l'estomac. On va mettre le ballon au niveau du cardia et on va gonfler grâce au manomètre. C'est le matériel que vous voyez en bas. Et il y a plusieurs paramètres. Et en fait, selon le millimètre, on a une pression qui correspond et on va gonfler selon quel millimètre on veut. Alors, c'est une autre photo, juste pour voir en coupe scopique, c'est-à-dire c'est comme une radio. Vous voyez qu'on a une encoche avant de gonfler et quand on va gonfler, ben, ça va augmenter la pression et en général, quand on fait le contrôle, on trouve qu'il n'y a plus cette encoche, c'est-à-dire que cette hyperpression a été court-circuitée, a été traitée. Alors, en général, il n'y a pas de protocole exact pour la dilatation. Il y a des équipes qui dilatent chaque 2 semaines, voire plus. Mais en général, on est orienté par les symptômes et par la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est-à-dire qu'on peut être amené à refaire la manométrie pour voir ce qui se passe. Est-ce que la pression a diminué ou pas? Concernant l'autre technique endoscopique, c'est le POEM, per-oral endoscopique myotomie, c'est-à-dire que c'est une myotomie qui est faite par voie endoscopique. C'est une technique qui est très nouvelle, qui est très séduisante. Elle a de très bons résultats à court terme avec une morbidité qui est très faible par rapport à la chirurgie. Pourquoi à court terme? Parce que c'est une technique qui est assez nouvelle. Ça fait juste quelques années qu'elle a été découverte et ça nécessite une expertise des endoscopistes. C'est pour ça qu'elle n'est pas très répandue dans le monde. Mais là, on a tendance à faire de plus en plus de POEM. C'est une technique qui est très efficace, surtout pour les achalésies de type 2, comme je l'ai dit avant, qui sont en général réfractaires aux dilatations. Et ça consiste en fait à effectuer une injection sous-muqueuse, à faire un canal, un tunnel sous-muqueux en dilacérant les couches musculaires, la circulaire interne et la longitudinale externe jusqu'au cardia. Et à la fin, quand on va arriver, on va commencer à couper quelques fibres circulaires en remontant et on ferme par des clips. Alors, comme vous voyez, là, c'est les résultats d'un POEM pour achalasie type 3. Avant, on a vu qu'il y avait un aspect effilé, tortueux de l'œsophage. Et là, 24 heures après le POEM, vous voyez que vraiment l'œsophage a repris plus ou moins une image qui est plus ou moins normale. Alors, la dernière technique, c'est la myotomie chirurgicale de LR, qui est en général faite par célioscopie.
C'est une cardiomyotomie extramuqueuse, c'est-à-dire que c'est le même principe, c'est de couper le muscle, sauf que quand le POEM, on va le faire par voie endoscopique, alors là, qu'on va le faire par voie chirurgicale, et là, quand vous voyez qu'on va ouvrir ces fibres, on va les couper jusqu'à la muqueuse sur 7 à 8 cm, après on va faire un recouvrement. C'est l'opération de LR. Elle garde sa place chez certains patients et en général, le POEM commence chez des centres ou experts, commence à vraiment remplacer cette technique. Alors, pour les indications, en fait, il y a plusieurs papiers qui ont essayé un petit peu de standardiser le traitement. Comme vous le voyez là, c'est une étude qui a été publiée en 2017. Pour la chalasie type 1, on commence par la dilatation, la myotomie de LR, le POEM. Que le type 2, c'est plutôt des dilatations. Le type 3, c'est le POEM, parce qu'on a dit que la dilatation ne marche pas. Même chose, vous voyez qu'en première intention, c'est la dilatation, le POEM et la myotomie de LR pour le type 1, les dilatations pneumatiques pour le type 2 et le 3, c'est le POEM. En seconde ligne, on peut faire un POEM pour le type 1, pour le type 2, c'est le POEM ou la myotomie. De façon plus simplifiée, ça c'est un autre algorithme qui peut être proposé pour le traitement. On a la chalasie quand on a un âge qui est avancé, des comorbidités, que l'espérance de vie elle est assez réduite, on va faire l'injection de Botox. Chez des femmes où l'âge est supérieur à 45 ans ou type 2, c'est plutôt une première dilatation pneumatique qu'on peut refaire ou bien si échec là, on va faire le POEM. Et quand on a des facteurs d'échec de dilatation, c'est-à-dire un sujet qui est jeune ou bien type 1 ou 3, là on peut discuter directement le POEM. La chirurgie garde sa place parce qu'en fait le POEM n'est pas très disponible à travers le monde, ça nécessite une expertise et si on n'a pas de POEM, là la chirurgie elle est toujours discutable. Alors, revenons à notre patient. On lui a proposé une dilatation pneumatique parce que c'était un type 2. 2 semaines après, elle allait très bien. Il n'y avait pas de régurgitation nocturne ni de douleur, mais elle gardait toujours cette dysphagie qui était moins importante mais qui persistait. Et là, sur ces critères cliniques, on a décidé de refaire une deuxième dilatation à un diamètre plus important et jusqu'à maintenant, elle n'a pas de symptômes. Alors, pour conclure, la chalésie est le trouble moteur œsophagien primitif le plus fréquent. Il évolue à bas bruit, c'est pour ça que parfois on a le diagnostic à un âge très avancé. Le diagnostic repose sur la manométrie œsophagienne, surtout la haute résolution qui est devenue le gold standard. Il faut savoir y penser devant toute dysphagie à endoscopie œsogastro-duodénale normale avec des biopsies œsophagiennes qui sont aussi normaux. Et le traitement il est souvent endoscopique avec l'avènement de nouvelles techniques comme le POEM qui va probablement remplacer la myotomie chirurgicale, mais qui garde sa place dans des centres où on n'a pas cette technique. Je vous remercie pour votre attention.